l'équipe de Sodexo pour avoir organisé ce webinaire. Ça me fait plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui sur les deux points qui ont été mentionnés par Stéphanie ou Dorian et Dorian. Donc, l'intelligence économique ou l'intelligence de marché ou la veille et la priorisation des marchés dans une perspective de revisiter les possibilités ou les opportunités à l'international. Attention, Jean-Paul, ton micro, il n'est pas très... Un petit problème micro. Ouais, ton micro, on entend mal. OK. Est-ce que ça va mieux comme ça? Parfait. OK, très bien. Désolé. Donc, comme je mentionnais, je vais mettre tout simplement la présentation. Vous me direz si vous la voyez bien. Est-ce qu'elle est bien là? Parfait, oui, oui. Oui, très bien. Donc, évidemment, la priorisation, je vais en parler en deuxième lieu pour parler plus finalement en fait, les besoins pour une entreprise de s'équiper, de s'organiser pour faire de la veille. Donc, c'est de l'information, c'est du renseignement. Parce que c'est sur ça qu'au fond, reposent les décisions de repositionnement de son activité à l'international. Alors, évidemment, c'est à la lumière aussi de ce qu'on vit, le COVID-19. Ça veut dire quoi pour vous, pour votre entreprise? Et aujourd'hui, être au fait de ce qui se passe, de ce qui va se passer, n'a jamais été aussi déterminant pour le succès, en fait, pour la survie de votre entreprise, de son entreprise. Alors, comment on est organisé, comment on est structuré pour capter les signaux qui touchent l'entreprise de plein fouet et ce qu'on peut faire avec ça? Parce que la crise a un impact, modifie, transforme complètement l'attrait des différents marchés internationaux. Un nouveau mouvement qui s'installe de relocalisation des supply chains, remise même en question, évidemment, des modes d'entrée. On va passer à un mode peut-être structurel de filiale, à un mode transactionnel ou un mode finalement plus contractuel à l'international. Tout ça, c'est en redéfinition. Puis, évidemment, un impact qu'on voit immédiat durant le COVID, mais ça va se poursuivre. On est encore dans le COVID, juste, on entend souvent parler de post-COVID. On va rester dans le COVID pendant un certain temps. Ce n'est pas nécessairement le confinement, il faudra adopter des façons de faire, de travailler, d'échanger, tout ça qui vont être en fonction de ce qu'on vit comme expérience. Mais évidemment, moins de voyages, moins de déplacements, évidemment pour des raisons économiques, pour toutes sortes d'autres raisons, évidemment sanitaires. Mais ça a des implications, ça. Ça a des implications, c'est que ça rend, si on veut, le monde plus plat et ça offre aussi une gamme plus large ou un éventail plus large d'opportunités parce que tout le travail de préparation en amont, avant de se lancer, de se déplacer, ben, il va être plus important. Et il y a beaucoup de décisions qui vont se prendre sans avoir à se déplacer. Pas juste pour les petites entreprises, pour les grandes entreprises, ça commence à devenir le mot d'ordre de s'organiser pour être informé et de prendre des décisions sur des informations assez robustes pour avoir confiance, faire des plans, des scénarios et aller de l'avant, avancer. Donc, on a un nombre d'options qui s'accroît. Mais aussi, l'entreprise a peut-être des possibilités, c'est le moment de le faire, de revoir ses possibilités en termes de probablement d'autres produits ou probablement des nouveaux produits, donc une innovation en fonction des nouveaux besoins qu'on va voir dans le marché. Donc, voilà, il y a une certaine complexification des choses et puis on va regarder comment on compose avec tout ça. Et c'est là que, bon, ça demande une certaine créativité. Mais ce qui est important, c'est que l'information, avant, bon, quand tout était stable, plus ou moins, si on veut, on développe une expérience sur un marché, on travaille avec des données historiques d'il y a 2 semaines ou un mois. Aujourd'hui, c'est comme l'Antiquité. Maintenant, quand ça bouge, quand c'est hyper volatile, ben à ce moment-là, il faut être très réactif. Il faut être constamment informé parce que la volatilité, les mouvements dans le marché, c'est de l'incertitude. Donc, c'est du risque. Incertitude, risque. Et la façon, du moins un des moyens évidemment, de réduire ce risque-là, c'est d'être mieux informé. Et c'est la première partie, c'est ce qu'on va voir, parce qu'il y a des défis, comme je dis, plus d'options à considérer, ensuite plus de façons de faire, plus de produits, d'une offre qui s'élargit peut-être aussi. Donc, ça implique des défis en termes, oui, il y a des défis en termes d'accès à l'information,
mais la capacité de traiter cette information-là, c'est aussi un autre défi. Comment on arrive à donner un sens à tout ce qu'on voit? Il y a des façons de faire qu'on va regarder et toujours en même temps dans un contexte où il y a toujours trop d'informations. Donc, il y a un ménage aussi à faire de ce côté-là. Et c'est pourquoi on va regarder, bon, veille stratégique, ça veut dire quoi pour l'entreprise, ça veut dire quoi pour la PME? Se repositionner à l'international. Comment on fait ça avec l'information que l'entreprise, à l'échelle de ses moyens, est allée chercher à l'international? On va avoir un petit atelier, donc en sous-groupe, il pourra y avoir une discussion, en fait, idéalement sur s'il y a des cas particuliers sur lesquels vous aimeriez travailler. Sinon, il y a un cas que j'ai nommé autosiste, bon, c'est dans le domaine d'automobile, mais que vous pourrez utiliser si vous n'avez pas de cas sur lesquels travailler pour le petit exercice. Et à la fin, conclusion, échange, questions, ça va être le moment, là, effectivement. Et commençons par la veille, évidemment, parce que, comme j'ai mentionné, ça devient critique pour l'entreprise d'avoir un minimum de systèmes à son échelle. Et c'est le moment, justement, pour s'investir, en fait, de commencer à structurer ça ou à restructurer à la lumière de ce qui se passe en ce moment. Sinon, ça peut être assez difficile de rester dans la course et puis de poursuivre et de maintenir sa position ou sa posture concurrentielle. Donc, comment la veille s'opère dans une entreprise, petite ou grande entreprise? Il y a quand même des phases. Il y a 3 phases. La première, c'est la collecte de l'information. Il y a beaucoup de confusion, donc j'ai voulu faire un peu une distinction ici. Confusion entre la veille, études de marché, c'est 2 choses distinctes et tout à fait complémentaires. Quand on parle d'études de marché, c'est qu'on va un peu plus en profondeur, on va creuser un sujet et on va investir beaucoup pour mieux comprendre jusqu'au comportement le processus d'achat, les critères d'achat, les sources d'information du client, etc., B2B, B2C, etc. Alors que la veille, il faut le voir comme une activité soutenue, plus léger en termes de consultation de sources, mais de façon régulière. Ce qu'on veut voir là, c'est comment les choses évoluent dans le temps. Et c'est ciblé, on cible au fond certains indicateurs, certaines sources, mais de façon régulière. Donc, et il faut définir, l'entreprise doit définir, ça va être quoi la fréquence de lecture. Et c'est là que ça devient intéressant pour la PME. Après un certain nombre de mois, on commence à voir évoluer les choses. Et c'est là qu'on peut détecter ce qu'on appelle des signaux faibles. Ce n'est pas des tendances lourdes, c'est des indicateurs, c'est des phénomènes qui se passent dans le marché, ça n'a pas un gros impact en ce moment, mais le taux de croissance est assez impressionnant et ça serait intéressant de garder un œil sur ça et de voir comment dans un mois ou à chaque trimestre, comment ça évolue. Ça peut être toutes sortes de choses. Donc, le but, au fond, de la veille, c'est de suivre, c'est une activité de surveillance. Et je compare ça, on fait toujours les liens avec le secteur militaire, à une sentinelle, au fond. Tandis qu'une étude de marché, c'est comme un éclaireur. Donc, et tout ça, ça s'alimente, ça s'auto-alimente. Il y a des sujets ou des choses qu'on va voir dans le marché grâce à la veille, qu'on va relayer le sujet pour éclairer, pour aller un peu plus en profondeur, pour creuser. Et la même chose, on voit, bon, on analyse quelque chose et puis on dit, bon, ce qu'on a constaté dans cette étude-là, c'est qu'il y a tel axe, par exemple, au niveau des fournisseurs, des nouveaux produits ou des clients qu'il faut suivre de façon continue pour rester au fait de ce qui se passe et pouvoir réagir. Mais maintenant, la grande question, c'est aussi, il y a une partie de traitement de l'information. Je vais exposer immédiatement les 3 phases. Là. Il y a traitement de l'information, puis ensuite, il y a les décisions qui doivent se prendre une fois que l'information est traitée. L'erreur que je vois, je dirais, bon, il n'y a pas d'études que j'ai faites là-dessus, mais dans nos entreprises, quand on arrive là, 9 fois sur 10, il y a un certain, plus ou moins de veille qui se fait. Il y a des personnes qui suivent des choses, mais de façon plutôt désorganisée. Mais l'erreur, souvent, c'est qu'on prend un élément une donnée et qu'on trouve intéressante et on l'envoie immédiatement à la haute direction, au comité, l'état-major ou le boardroom pour prendre des décisions, sauf que ça n'a pas été traité. Et finalement, la direction est complètement inondée d'informations et décide de mettre un terme à l'activité de veille parce que ça leur consomme beaucoup d'énergie. C'est juste une question de restructurer les choses
les informations qui sont colligées, qui sont collectées, elles doivent être premièrement décodées, ensuite contextualisées. C'est-à-dire, il y a des informations que c'est du court terme, là. Sinon, c'est du moyen terme ou du long terme. Il faut interpréter. Analyser, ça veut dire comparer, croiser des informations. Et là, on part de la donnée brute qui est en collecte. Donc, vous voyez au bas, c'est des données brutes qu'on va chercher, qu'on va convertir, que ça devient des informations parce qu'on l'a traité. Maintenant, quand on fait le croisement, on analyse à fond, bien là, on peut faire des... C'est ce qu'on doit envoyer finalement à la direction. Souvent, c'est la même personne, ça dépend de l'entreprise, mais c'est d'arriver avec des scénarios ou des scénarios sur lesquels la direction va pouvoir prendre des décisions. Elle va avoir confiance dans cette information-là parce qu'elle est assez robuste. On sait comment ça a été colligé et traité. Et il y a, suite à ça, il y a des actions. Donc, elle décide, là, c'est hautement stratégique. Donc, c'est la vision de l'entreprise qu'on travaille pour suite à des études de marché alimentées par la veille. Et ensuite, il y a aussi des signaux qui vont, parce qu'on l'a contextualisé, c'est du court terme, ça a un impact immédiatement. Ça va à ce qu'on appelle la war room, où évidemment les personnes qui vont réagir sur le théâtre des opérations de façon tactique et aussi pour l'information est là pour leur donner plus de visibilité. Donc, ces informations-là, ça permet d'être mieux structuré, de mieux préparer les plans, les projections, parce que ce que l'entreprise essaie de faire, c'est de se projeter dans le temps. Ce n'est pas juste de passer à travers ce COVID ou cette période de crise sanitaire qui est quand même assez éprouvante pour tout le monde, mais on ne veut surtout pas rater d'occasion. Et si on ne met pas en place un système de veille ou si on ne le restructure pas de la façon plus efficace, on risque justement d'avoir des occasions ratées ou des manques à gagner ou des coûts d'opportunité. Donc, le but, c'est ça. Bon, nos clients, par exemple, qui ont eu des systèmes en place, ce n'est pas qu'ils ont prévu ou prédit qu'il était pour avoir le COVID-19 qui allait apparaître, mais sauf que quand la crise est apparue, ils ont pu réagir immédiatement et reparamétrer, par exemple, au niveau de la veille, ce qu'on doit suivre. Ils avaient déjà les équipes sur le terrain pour faire remonter les bonnes informations. Et je peux donner le cas d'une entreprise, par exemple, et je vais nommer des entreprises. Rassurez-vous, j'ai l'autorisation des entreprises parce que si je nomme les noms des entreprises à chaque fois. Sinon, je donne un nom fictif, mais je vous le mentionne. Donc, dans ce cas-ci, c'est une entreprise qui s'appelle Cabico, une entreprise canadienne qui fabrique ce qu'on appelle des kitchen cabinets, c'est des armoires de cuisine, je pense qu'on dit. Et donc, il vend partout en Amérique du Nord. C'est un leader canadien des armoires de cuisine. Et la veille lui a permis de détecter, donc, il y a certains de ses concurrents sur le marché américain qui éprouvent des difficultés en ce moment et qui pourraient être une bonne cible de rachat parce que aussi la direction elle est assez, bon, elle prend de l'âge et il ne semble pas avoir de relève pour transmettre. Donc, ça pourrait être une cible intéressante de rachat. Donc, on est en train d'examiner ça. Puis aussi, il y a une entreprise qu'on a pu voir qui est en Allemagne, Pog&Pol, qui éprouve certaines difficultés en ce moment. Sachant ça, qu'est-ce que ça veut dire pour notre client, qui est son en fait, compétiteur? C'est qu'il y a probablement un certain nombre de distributeurs sur le marché américain qu'on pourra, si on veut, inviter à travailler pour notre client qui est Cabico. Donc, tout ça grâce à la veille. Ce n'est pas une question, on finit toujours par savoir, mais c'est le moment où on sait qui va être souvent déterminant. Le but de la veille, c'est ça, c'est de travailler avec des informations, ce qu'on appelle des données documentaires secondaires, qui existent déjà, mais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines de ces informations-là sont déjà désuètes. Donc, ça prend, et c'est là qu'il faut adapter le système pour refaire un peu le système de collecte d'informations, des données primaires, c'est-à-dire on va directement aux sources, donc les personnes, les êtres humains. Et pour ça, ben, il faut aussi qu'on organise son entreprise. Comment organiser son entreprise? Il y a évidemment, vous allez entendre souvent parler de logiciels qui existent, des applications qui existent pour aller chercher, traiter de l'information, c'est bien, mais il faut comprendre aussi c'est quoi nos besoins pour bien paramétrer et surtout d'amener les personnes de l'interne, leur vendre l'idée qu'ils développent un réflexe de faire remonter, ils entendent une information, ils ne savent pas à quel point ça peut être utile pour l'entreprise,
pour croiser ces informations-là avec autre chose. Donc, c'est une culture de la veille et c'est un mindset, c'est une équipe, c'est un casting. Il y a des personnes qui ont différents rôles à jouer dans tout ça pour que finalement, qu'il y ait une fluidité dans ces informations-là, puis qu'il y ait un tri aussi de ces informations-là. Parlant de tri, ce qui nous permet d'enchaîner sur le point suivant, c'est que, comme j'ai évoqué, il y a une abondance, une surabondance d'informations. Il y a beaucoup de marchés aussi, de nouveaux marchés qu'on peut maintenant considérer, vu du fait du COVID-19 et puis des nouvelles façons de travailler puis d'analyser les marchés. Ça en fait beaucoup et puis il faut donc arriver quand même à faire des choix dans tout ça. La PME doit revisiter ses couples produits marché à l'international, comment ça a bougé en termes de priorité, tout ça. Donc, il y a une première phase qui est ce que j'appelle le filtrage. Si vous avez 50 marchés possibles, vous ne pouvez pas analyser en profondeur une PME, 50 marchés possibles, ou 30 marchés, pour mettre ça plus simple. Vous avez une première phase qui doit être le filtrage, donc on doit filtrer, donc procéder par élimination. Deuxième phase, qui est la priorisation des marchés. Donc, ce n'est pas de filtrer, c'est qu'on est passé de 30 à 12 ou à 8 marchés grâce à un filtre des conditions incontournables sur lesquelles je vais revenir. Donc, après la priorisation, c'est le ciblage. Là, c'est les choix, c'est les décisions. On choisit tel. Parmi ceux qu'on a priorisés, il en restait 8, on en choisit 3. Donc, on est parti de 30 à 3 avec une démarche, comme je mentionnais, de la première phase, qui est les tri. Le tri ou le filtrage. Et pour ça, on doit utiliser ce qu'on appelle, nous, des conditions incontournables ou des critères impératifs. Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit présent ou absent d'un marché pour être considéré? Je vais vous donner juste un exemple, puis ensuite je vais avancer sur la priorisation. J'ai le cas d'une entreprise, dont je ne nommais pas le nom, qui est dans le domaine d'un éditeur de logiciels, ce qu'on appelle des CRM, Customer Relationship Management, qui participait à une mission commerciale sur la Bolivie et une mission qui est organisée par le gouvernement. Et donc, rendu sur place, ça c'est il y a quelques années, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il y en est, mais donc, il arrive sur place, en fait, arrivé à son hôtel, il se rend compte qu'il va passer une semaine, en fait, il n'y avait rien à faire là. Parce qu'il n'y avait pas c'est un système qui est utilisé en mode SaaS et dans ce pays-là, il n'y avait pas encore d'Internet à haut débit. Donc, il a passé la semaine à visiter les musées et tout, mais il aurait pu faire autre chose de plus productif s'il avait pu vérifier avant de partir, et ça aurait pris 10 ou 15 minutes maximum, si l'Internet à haut débit était là. Alors, il y a beaucoup d'informations, on n'y pense pas. On vit dans un système, dans un écosystème où il y a toutes les infrastructures. Alors, mais il y a des informations qu'on peut aller chercher assez rapidement et des informations qui sont publiques, des données secondaires publiques, qui ne coûtent rien souvent. Donc, la première question, c'est quelles sont les conditions incontournables, des conditions qui doivent être présentes ou absentes du marché pour aller, et puis il faut que ça soit facile aussi à vérifier. Ça peut être sur l'électricité, ça peut être sur la taille des châssis des ambulances, par exemple, qui sont des châssis plus étroits en Europe qu'en Amérique, etc. Donc, il faut repenser un peu son produit, son activité. Et là, ça nous permet évidemment il y a plusieurs peut-être critères ou conditions qui peuvent être intégrés au filtre. Ça nous permet de passer avec un nombre restreint, mais pertinent d'opportunités à vérifier. Donc, qui est finalement, et c'est sur quoi c'est ce qu'on va aborder dans les prochaines slides, cette approche qui est basée sur, évidemment, un potentiel de marché. Évidemment, il faut évaluer non pas juste un marché, mais les couples de produits marché pour une PME. Et évidemment, une chose qu'on fait quand on choisit un marché, c'est d'évaluer son potentiel. Mais il faut définir c'est quoi un potentiel. Puis c'est différent de deux entreprises homologues. C'est en fonction de la taille du marché, de la tendance du marché, le pouvoir d'achat ou la propension à acheter, et aussi la pérennité du courant d'affaires. Est-ce que ça va durer longtemps? Ça peut être important aussi pour l'entreprise comme potentiel. Donc ça, c'est un premier axe. Donc, un deuxième axe évidemment qui est important, c'est aussi le ticket d'entrée. Oui, c'est bon, il y a un gros marché, mais ça représente quoi en termes d'efforts, en termes de coûts, en termes de risques,
en termes de rivalité de la compétition, s'ils nous bloquent l'entrée, ou en termes de conditions du terrain. Conditions comme, par exemple, est-ce que, premièrement, la France a un accord de libre-échange avec ces pays-là? Si oui, ben, ça réduit le ticket d'entrée. Est-ce qu'il y a des infrastructures sur place pour que le produit, bon, il est arrivé au port et puis on va le livrer jusqu'à… Est-ce qu'il y a des infrastructures pour permettre ça? Si on veut s'installer, est-ce qu'il y a, bon, l'électricité, etc.? Est-ce que les conditions, ça peut être aussi le niveau de corruption? Combien ça prend de temps aussi de lancer une entreprise? Toutes ces informations-là sont disponibles, c'est des données secondaires. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on arrive avec un schéma qui nous permet d'appuyer notre décision sur différentes zones ou secteurs de ce schéma-là, où vous avez le potentiel et le ticket d'entrée en abscisse, le ticket d'entrée et en ordonnée, le potentiel. Et on voit apparaître 6 différentes zones. Là où le potentiel est élevé, le ticket d'entrée est faible, c'est le podium. C'est le, comme on dit en anglais, low-hanging fruit. Donc, ça vaut la peine, évidemment, d'aller là parce que c'est facile d'y être et puis c'est ce qu'on cherche toujours. Le potentiel est élevé. Un autre où le potentiel est moindre, mais c'est facile d'y être et souvent, finalement, c'est les clients qui viennent vers nous, c'est le banc d'essai. C'est le moment là de tester des trucs et puis de se faire la main avant de monter peut-être un autre marché à côté. Ensuite, le filet, où c'est pas vraiment intéressant, mais bon, c'est pas hyper compliqué. Là, il ne faut pas mettre trop d'efforts. Le tremplin, c'est un marché important. C'est très élevé et c'est peut-être le futur, votre portefeuille futur qui est à travailler de ce côté-là. Ensuite, vous avez l'antichambre, où c'est peut-être un peu moins intéressant en termes de potentiel, mais c'est difficile d'accéder. Puis, vous avez la potence. Donc, c'est une zone qui est très difficile. Mais chaque zone a des particularités. Podium, c'est prioritaire. Donc, dans son plan, quand elle revisite son plan et son portefeuille, comment on va s'investir dans ces différents couples de produits marché-là, dépendamment où on se trouve. Alors, il y a un marché, il y a une zone qui est prioritaire et ça nécessite une approche proactive. Une autre zone qui est importante, c'est le banc d'essai et ça nécessite une approche active. Ensuite, tremplin, c'est une approche active aussi parce que c'est important. Intéressant, le filet, mais approche réactive. Même chose, approche réactive pour l'antichambre. En fait, une zone qui, on ne sait pas trop, beaucoup d'incertitudes. Donc, on ne devrait pas mettre beaucoup d'efforts et plus réagir. Et une autre zone qui est, donc, étant donné la potence, une zone qui est suicidaire. Normalement, si on se retrouve dans cette zone-là, on ne devrait pas aller là, premièrement. Mais les entreprises ne vont pas là. Elles s'y retrouvent. Et ce qui m'amène à un autre point, c'est ça, c'est une dynamique. Le marché, c'est dynamique. Ça évolue, l'offre et la demande dans le temps et ça devient plus ou moins intéressant, ne serait-ce qu'au sujet du ticket d'entrée, un accord de libre-échange qui vient de se signer ou la concurrence qui apparaît ou des coûts ou des droits de douane, etc. Ça devient plus difficile, plus contraignant. Ou le potentiel qui, selon le cycle de vie, selon en fait, le marché, le profil, ça bouge dans le temps. Et ce qui fait qu'on peut être dans le podium, mais c'est nécessaire de refaire une lecture peut-être dans 6 mois, dépendamment de l'évolution de chaque marché, dans 6 mois ou un an, et là, on voit que ça se déplace. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que là, dans le temps, on voit une tendance, et c'est plus facile de planifier par la suite, de se référer à ça et de voir comment est en train de se déplacer les différentes choses. J'ai une entreprise, par exemple, qui est dans le domaine de l'édition et qui a lancé l'entreprise, en fait, il y a 30 ans, qui était dans le podium, évidemment. Il a lancé l'entreprise pour 2 collections pour les jeunes. C'était 2 collections pour les jeunes, enfin. Et ensuite, après 25 ans, ça commençait à être moins intéressant. En fait, ce qui arrivait, c'est que on est parti d'ici et progressivement, le marché, bon, changeait. Hein. Il y a toujours des jeunes, mais ils lisent autre chose. Et puis, c'était des vieux, si on veut, romans ou qui étaient recyclés. Et on s'approche de la potence parce qu'il y a des nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans le marché. On était sur le bord ici de la potence et c'était la direction qu'on a pu vérifier. Et on a évidemment, les recommandations étaient de revoir complètement le produit, les couleurs, le design, les collections. Et puis, parce qu'il y avait, en même temps, il y avait plusieurs autres collections. Il y avait des collections dans le tremplin qui cherchaient à entrer dans le podium, mais on investissait ici. Alors, il fallait abandonner des collections ici parce qu'elles n'étaient plus rentables. Et on leur disait, écoutez, il faut abandonner parce qu'il faut réinvestir ailleurs.
Alors, on nous disait, ouais, mais c'est ça qui a lancé, c'est ça qui a donné naissance à l'entreprise. Je disais, c'est peut-être ça qui va l'enterrer aussi. Donc, c'est difficile parfois de faire des choix, mais avec un outil, ça nous permet, ça nous donne des meilleures idées par rapport à ça. Je ne passerai pas. Il y a un autre cas d'entreprise qui concerne l'international directement, c'est le cas de l'entreprise Anderson au Canada qui fabrique des équipements agricoles. Donc, c'est assez occupé. Bon, on fabrique l'hiver et puis c'est utilisé l'été. Donc, il y a une période été et automne qui était moins occupée. L'entreprise a pris la décision d'aller en Argentine, en fait, l'hémisphère sud. Donc, nous a sollicité pour analyser le marché. On s'est dit, ce serait peut-être intéressant d'analyser le compte sud des Amériques et de voir les autres pays autour, le Brésil. Et on s'est rendu compte que finalement, l'Argentine pouvait le positionner ici parce que par rapport au marché canadien, ça nous permettait en fait une complémentarité, la beauté de la diversification à l'international. Sauf que c'était assez protectionniste et nationaliste et difficile d'accéder. Et ce qu'on a vu en analysant l'Uruguay, par exemple, le pays voisin, c'est qu'il y a évidemment un potentiel beaucoup moins élevé, 10 fois plus petit en fait, mais ticket d'entrée beaucoup plus facile parce que ils avaient déjà aussi des liens, même familiaux, avec une entreprise de là-bas. Ils sont entrés ici, en Uruguay, et puis finalement, ils sont arrivés plus rapidement en Argentine en faisant un détour par l'Uruguay, parce que les réseaux s'étendent jusqu'en Argentine dans ce milieu d'affaires. Et puis, ça leur a permis de se faire la main, de se faire les dents sur la zone et puis de commencer à faire des affaires plus rapidement. C'est comme un jeu d'échecs, hein? C'est pas toujours il faut manger quelques pions, on ne peut pas arriver à faire l'échec et mat du premier coup. J'aimerais vous donner un exemple maintenant. Ça, c'est un exemple d'une entreprise. Vous voyez, il y a un deuxième niveau d'analyse qui est toujours important. Là, ici, on a retenu 5 couples de produits marché. Et vous allez me dire, ouais, mais le 9, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, c'est que ce qu'on a fait avant tout ça, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est les relations, les liens que les produits marchés ont entre eux. Et ce produit-là aide à mieux vendre le numéro 14 ici. Alors, on ne peut pas l'éliminer parce que c'est ce qu'on dit en anglais un loss leader ou un produit d'appel. Il aide à vendre, c'est comme un peu des cartouches d'imprimante. Ici, c'est une imprimante. On ne fait pas beaucoup de marge, mais ça nous aide à vendre des cartouches. Donc, c'est important d'avoir un deuxième niveau d'analyse quand on utilise ça avant de sélectionner les couples de produits marché. Ce qui nous amène à un cas si on veut, je vous amènerai peut-être, je vais revoir les écrans que je veux partager. Je ne sais pas si on va voir. Je ne sais pas c'est quel écran qu'on voit là. On voit toujours ton PowerPoint. Ah, on voit toujours le PowerPoint. C'est bon. Super, on voit. On voit, vous voyez quoi? On voyait la page Internet. OK, là, vous voyez la page d'Internet? Oui. OK, et là, vous voyez aussi. Triax. D'accord, très bien. Alors, donc, ici, par exemple, c'est un cas où on a rentré des informations pour utiliser cet outil-là qui s'appelle le Triax. Par exemple, on a pris le cas d'une entreprise dans le domaine du meuble qui s'appelle Michaud et qui vend des produits en Allemagne et en Australie, deux types ou deux catégories ou deux collections de meubles. Un qu'on appelle Soho, qui est Self-Office, Home Office, qui devient assez populaire là, maintenant, et audio, des meubles pour des systèmes audio. Donc, on a 4 couples de produits marché et chacun, on a donné une évaluation, une valeur pour, par exemple, la taille du marché, tendance du marché, le pouvoir d'achat. Comme vous voyez, il y a un minimum d'informations quand même avant qu'on est allé chercher. Puis on ramène ça sur une échelle de 1 à 10. Et gardons à l'esprit que, par exemple, c'est propre à chaque entreprise. La taille d'un marché, si on prend dans le domaine cosmétique, dermocosmétique, une taille de 100 millions, ça peut être très, très intéressant pour une entreprise de 2-3 millions. Donc, on va dire c'est 9 sur 10 ou 10 sur 10, alors que L'Oréal va lui donner 3 sur 10. Donc, c'est vraiment propre à chaque entreprise. Ensuite, il y a le ticket d'entrée. Donc, on examine encore les coûts, les risques, barrières concurrentielles, etc.
qui nous amène à, si on veut, des résultats. Et on voit ici où se retrouvent les différents couples de produits marché dans le schéma. Donc, il y en a un seul qui est sur le podium. Vous avez B qui est tout près du podium ici. A, décidément, on ne va pas de ce côté-là, manifestement. Et le D qui, probablement, pourrait être intéressant dans le futur. Alors, ce qui peut être intéressant, je ne le fais pas toujours, mais ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de réévaluer la pondération, le poids qu'on va accorder à chaque variable du potentiel, par exemple. Si, pour moi, on est une jeune entreprise, nous, ce qui est important, c'est la pérennité du courant d'affaires. Ce n'est pas de faire un grand coup à court terme. Donc, on va pondérer, pour le moment, par défaut, c'est 25 %, mais on va augmenter ça ici à 45 %. Donc, on ramène ça ici à 5 %. Bien, ça peut avoir un impact sur le résultat. Donc, ça veut dire, bon, ici, on est peut-être, je ne sais pas c'est lequel que j'ai fait, là. Bon, j'ai bougé, lequel qui a bougé, c'est peut-être le C qui a augmenté un petit peu plus. Donc, on peut faire l'exercice après pondération en faisant des simulations comme ça. Et à terme, on obtient un rapport qui permet de voir où sont les différents coûts de produits marché. Et le plus important, comment on prépare son plan, renouvelle son business plan international en fonction des zones importantes. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de meubles Allemagne audio? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'axes? Voyez-vous, si on est dans une zone importante qui est le banc d'essai, le potentiel est moyen, puis le ticket d'entrée est faible. C'est une approche qui est active, horizon d'anticipation des résultats du moyen au long terme. Alors, en termes de marketing mix, bon, investissement mesuré dans l'adaptation du produit en fonction de ça, prix, variation, les différentes méthodes de prix, la longueur du canal moyenne. Si on va dans une zone qui est prioritaire dans le podium, avec les SOHO pour l'Australie, potentiel élevé, ticket faible, donc on doit être proactif. C'est du court au long terme qu'on peut voir des résultats. En termes de pricing, par exemple, une forte inclination pour la méthode basée sur la valeur value-based. C'est bon, un segment qui peut être intéressant. Ça, c'est des exemples. Hein. C'est des préconisations qui sont là un peu à titre plutôt indicatif. Et la zone suicidaire, on doit plutôt se retirer. Donc, ça, c'est juste en appui aux entreprises. Mais je pense que ce qui est important, c'est de... Puis je vais revenir à la présentation. Hop. Donc, je vais arrêter en fait le partage. Je vais revenir. Non, je vais partager la présentation. Voilà. Donc, vous me direz si vous l'avez. Oui, c'est bon, c'est bon. Votre présentation. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir confiance dans l'information qu'on va utiliser. Et ça devient plus facile non seulement de faire un plan, mais d'avoir à l'interne ce qu'on appelle le buy-in, qu'on adopte le plan, parce qu'on sait d'où vient l'information, comment elle a été traitée, cette information-là. Et bon, ça favorise la mise en œuvre et puis l'atteinte des résultats. Donc, voilà quelques idées. Je pense que j'ai déjà, bon, j'ai un petit cas qu'on pourrait faire en sous-groupe. C'est le cas, mais sinon, moi, ce que je suggérerais d'abord, c'est que vous utilisiez un propre cas, vous décidez lequel de vous va dans le sous-groupe, quel cas va être utilisé, et que vous posiez finalement la question à la lumière de ce qui se passe en ce moment, le coronavirus et puis le COVID et le post-COVID éventuellement, de répondre à la question 2, en fait 1 et 2, impact du COVID sur votre activité, et à la lumière de ça, ce que vous avez comme option, ce que vous envisagez. Et en utilisant cette grille-là, il y a le potentiel, mais il y a aussi le ticket d'entrée. Vous pouvez prendre note parce que je ne pense pas que vous allez avoir accès à cet écran-là en sous-groupe. Donc, potentiel, c'est la taille du marché, tendance, propension à acheter, pérennité. Et ticket d'entrée, difficulté, c'est les coûts, les risques, concurrence, tout ce qui est l'effort d'accéder au marché. Donc, c'est quoi les options? Où est-ce que ça se retrouverait? Comment vous positionnerez chacune de ces options-là dans la grille de Triax? Et nous, on se reverra. Je ne sais pas s'il y a des questions, on peut peut-être lancer, s'il y a des questions pour le moment sur ça, sur l'application. Sinon, on pourrait procéder au sous-groupe pour à peu près une dizaine de minutes. Ouais. Et Alors, après, oui.
Peut-être, Jean-Paul, peut-être voir s'il y a déjà des questions sur l'outil ou sur la Oui, bien méthode, et sûr. après Alors, enchaîner avec. allons-y pour l'outil ou en fait les pratiques, parce que gardons en tête que ce n'est pas juste une question d'outils, hein. Les outils, c'est vraiment une question de pratique ou de méthode. Mm. Et des outils qui sont liés à ça. Donc, il y a des êtres humains qui doivent être là pour. Il y a des principes, il y a des méthodes, et puis il y a des outils. Donc, c'est un peu plus ça. Mais oui, c'est le moment peut-être de poser peut-être quelques questions. Il y a Bruno qui nous disait que ce graphe était très parlant pour lui. Donc D'accord, voilà. merci. Olivier qui nous demande dans potentiel, que veut dire propension à acheter? Alors, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt dans un marché, surtout au niveau ça se voit surtout au niveau du B2C, le consommateur final, il va dépenser plus que son budget lui permet. Donc, c'est des prodigues, hein, donc, il y a dans certains marchés où on va être plus épargnant. Donc, il y a toutes sortes de statistiques qui nous permettent de savoir ça. Dans d'autres, on va acheter, on va selon les cultures, selon les différents marchés qu'on analyse. Donc, on a une plus forte propension à dépenser pour cette catégorie de produits-là. Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, ça a l'air d'être clair pour Olivier. J'ai une question de Françoise qui demande comment s'assurer de la fiabilité des canaux d'information. Alors, oui, c'est une des premières choses avant même les données. C'est, gardons en tête, je pourrais insérer dans ça, dans ce que je vais envoyer, une page d'un livre que j'ai écrit, c'est Comment développer les marchés internationaux. Il y a une page qui va vous donner un peu une idée de, évidemment, l'information d'un pays émergent, la qualité. Parfois, c'est le problème, c'est la fiabilité. Parfois, comment dire, c'est que ce n'est pas d'actualité. Parfois, c'est inaccessible parce que c'est trop cher. Donc, il y a différents critères. Puis la fiabilité, c'est probablement un des aspects les plus importants. Est-ce qu'on peut s'y fier? Alors, ça dépend de la nature de la source. Si c'est une source privée, il faut être. Parfois, ce n'est pas parce que vous payez cher que la source est plus fiable. Les sources institutionnelles, gouvernementales, surtout au niveau, que ce soit le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, OMC, etc., généralement, c'est fiable, mais bon, la concurrence là aussi. Euh, et il y a aussi la participation. Vous savez, quand je parlais de l'équipe de participer, là, vos commerciaux qui parfois vont être chez vos clients, et là, vous pouvez même voir la concurrence, ils doivent vous faire remonter de l'information. Donc, la fiabilité, c'est ça, c'est vos propres personnes qui doivent être formées à ça. Même d'interroger, d'interviewer dans les salons. Il y en a moins de ce temps-ci des salons, mais beaucoup d'informations informelles. Il y a des façons de poser des questions subtiles dans le cours d'une conversation où la personne, l'interlocuteur, ne se rend même pas compte qu'on est en train de l'interviewer, l'interroger. On découpe les questions en différentes parties dans la conversation. Donc, il y a des techniques qu'on a apprises de la CIA qu'on transmet, on utilise, nous, dans la collecte d'interviews. Donc, les sources, évidemment, je pourrais en parler pendant une bonne demi-heure facilement, mais c'est un sujet très, très important, évidemment, tout ce qui est source gouvernementale, mais ce n'est pas parce que dans un pays, c'est un gouvernement, ça ne veut pas dire que c'est fiable. Donc, il faut être très, très attentif, là, comme on dit, faire gaffe par rapport à ça. Autre question?